Lui, c'est David, héros de Cyberpunk Edge Runner. Il habite avec sa mère et tente de se faire une petite place dans le monde, jusqu'à ce que... Un dommage collatéral, c'était tout ce qu'ils étaient. David s'en sort, mais malheureusement pas sa mère. Sur le point de tout abandonner, il trouve un implant militaire capable d'augmenter ses capacités physiques au détriment de sa santé mentale. Déjouant tous les pronostics faits sur son espérance de vie, il parvient à se hisser au sommet du monde des mercenaires, y trouvant même une amoureuse toute mignonne, Lucy, qui l'aime, s'investit pour l'aider, mais se fait capturer à la fin. Et naturellement, David partira la sauver en se mettant encore plus en danger. Devant combattre le plus puissant cyborg du monde à la solde des méga entreprises qui dirigent la ville, David laisse petit à petit les implants le rendre fou, réussissant certes à sauver sa promise, mais succombant dans son dernier combat. Cela permettra à Lucy de s'enfuir et même de réaliser son rêve de partir sur la Lune, mais sans l'homme qu'elle aimait, tout cela semble bien fade. Ce moment qu'elle avait souhaité toute sa vie n'est rien de plus qu'un requiem vide. David pensait être spécial, croyait être le héros de son histoire, mais depuis le début il n'était qu'un rouage dans un système qui le dépasse. Il est lentement broyé par une force invisible inarrêtable, car finalement dans Cyberpunk Edge Runner, le système social c'est lui le grand méchant, et c'est lui qui gagne. Tous les animés n'ont pas de fin heureuse et parfois ce sont les méchants qui triomphent. Kira a gagné. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. C'est la première règle du Death Note. Quand Light Yagami le ramasse, il se rend compte qu'il peut vraiment changer la société en profondeur. Il rêve même de devenir le dieu de ce nouveau monde. Son père est un membre éminent de la police et il utilise toutes ces informations pour se mettre à tuer des criminels. Pendant 5 jours, il remplit page après page, convaincu qu'il est en train de créer un monde meilleur. Et pendant que les forces de l'ordre paniquent, Light rencontre Ryuk, le dieu de la mort qui a laissé tomber ce carnet. Il l'accompagnera dans sa quête, mais il le prévient. Lorsque ce sera son heure, c'est lui qui marquera son nom dans le Death Note. Mais Light va continuer et le monde commencera à le connaître sous le nom de Kira, le dieu qui amène la justice absolue. Complètement dépassée, la police fait appel à elle, un détective de renom prêt à tout pour le démasquer. Une bataille intrépide commence entre Light qui fait semblant de coopérer avec la police et elle qui se doute de plus en plus de quelque chose. Les épisodes passent, Light devient de plus en plus stratégique tout en continuant sa croisade. Il se débarrasse même d'agents du FBI qui étaient à ses trousses et tente de découvrir le véritable nom de elle pour en finir avec lui. Et la clé de sa victoire, c'est Misa. Elle aussi a un Death Note et un compagnon dieu de la mort. Elle a fait le choix de sacrifier la moitié de sa vie pour voir le nom des gens au-dessus de leur tête. Grâce à son pouvoir, Light développe un plan très subtil pour se débarrasser de elle sans éveiller le moindre soupçon. Et le pire, c'est que ça marche. Le plus grand détective du monde meurt dans les bras de sa dernière enquête, ne comprenant la vérité qu'à la dernière seconde. Light a gagné. 5 années passent et pendant qu'il fait toujours semblant de travailler avec la police, de plus en plus de gens commencent à voir Kira comme un dieu. Mais c'est alors qu'apparaît Nier, le successeur de elle. Convaincu que Light est Kira, il amasse des preuves et convainc petit à petit les gens autour de lui. Et l'affrontement final aura lieu dans un hangar. Light donne secrètement le carnet à un de ses subordonnés et lui demande de tuer tout le monde présent sauf lui. Mais Nier avait un coup d'avance, il a fait échanger les pages du Death Note avec des fausses, ainsi personne ne meurt et il tient sa preuve. Light Yagami est le seul dont le nom n'apparaît pas dans le carnet. Kira, c'est donc lui. Complètement coincé, il confesse tout dans un accès de folie. Selon lui, c'était son devoir. Lui seul était capable de libérer le monde de la violence et des criminels. Il essaiera même de tuer Nier avec un morceau du Death Note caché sur lui, mais il se fera tirer dessus et, blessé, sans plus personne de son côté, finira par supplier Ryuk de l'aider. Le dieu de la mort s'exécutera et écrira un nom dans son carnet, plein de déception tant il se délectait de la pirouette à venir de Light pour s'en sortir. Mais hélas, son camarade n'avait plus de ressources et c'est bel et bien le nom de Light Yagami qui va venir garnir la liste de son propre carnet. Certes, Light a perdu et sa mort est plutôt pathétique, mais Kira, lui, semble vraiment avoir gagné. D'accord, il n'était pas parfait et n'a pas tué que des criminels pour avancer, mais il a globalement réussi ce qu'il a entrepris. Le monde a vu son taux global de criminalité baisser au point où beaucoup de personnes commençaient à estimer que Kira était un mal nécessaire. Et ça, on le sait grâce au personnage de Matsuda. Pendant tout le manga, il fait un peu office de guignol tête brûlée de service, mais en fait, il est le reflet le plus pur de l'humain moyen dans le bureau d'enquête. Kira a réussi à interroger les consciences, à responsabiliser des gens par sa simple existence, dissuadant beaucoup de personnes de s'engager dans la criminalité. Mais plus que cet état de fait, c'est la dernière page du manga qui nous fait comprendre l'impact de Kira sur le monde. Kira, notre sauveur. Light Yagami a refaçonné le monde, il a changé son rapport à la criminalité et a réalisé son rêve. Il est finalement devenu le dieu de ce nouveau monde.
Si ça vous frustre que les méchants gagnent, alors vous devez apprécier Black Clover. En tout cas, vous aimerez forcément Black Clover M, Rise of the Wizard King. Fidèle à l'histoire originale, que vous ayez lu le manga ou non, c'est idéal pour rentrer dans l'univers. En plus, il y a les doublages originaux qu'on trouve dans l'anime. Le jeu profite d'une modélisation 3D de très bonne qualité, parfait pour découvrir ou redécouvrir les sorts des mages royaux. Chacun a ses propres attaques, son rôle précis, et ça vous permet de créer différentes équipes à synergie en jouant avec les affinités entre les personnages. Par exemple, en jouant 2 mages amis, vous augmentez leur puissance. Ça permet de créer plein de combinaisons possibles, de tester plein de combos que vous serez peut-être les premiers à jouer. Tout se fait au tour par tour, mais vos héros agissent ensemble, ils sont capables de faire une super attaque de magie liée d'une puissance dévastatrice. Et vu le nombre de mages à collectionner, vous en aurez toujours de nouvelles à découvrir. On vous recommande d'ailleurs de compléter les missions pour obtenir 100 tirages et un personnage SSR, en gros qualité super rare. Et il y a plein de contenus à côté, comme des donjons et différents raids beaucoup plus difficiles et plus challengeants. Et pour récupérer des ressources afin de vous préparer, vous aurez de quoi farmer en patrouillant pour veiller à la sécurité du royaume. Et pour les temps de pause, la pêche sera votre meilleur allié. Et surtout le plus amusant, vous disposerez d'une arène pour provoquer vos amis en duel, de quoi déterminer qui sera le prochain empereur mage. Défendez le royaume de Clover sur iOS ou Android en téléchargeant Black Clover M Rise of the Wizard King grâce au lien dans la description, et profitez-en pour revivre l'histoire de ce manga culte aux côtés de ses héros. Quand l'anime bouleverse tout ce qu'on croyait. Bien avant Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi sort Yu Yu Hakusho. 7 ans avant One Piece, 9 ans avant Naruto, il y avait déjà toutes les bases du shonen moderne. Yusuke, un adolescent rebelle très doué pour la baston, se fait renverser par un camion en sauvant un enfant qui traversait la route. 20 ans avant la mode de l'isekai, il est fort. Heureusement, un esprit vient le voir, lui permet de se réincarner et fait de lui le détective du monde des esprits. Sa mission, protéger les humains des démons. Après l'excellent arc du tournoi des ténèbres dont on vous a déjà parlé dans une précédente vidéo, Yusuke rencontre Sensui. C'est un ancien détective du monde spirituel et avec ses sous-fifres, il veut ouvrir une porte entre le monde démoniaque et le nôtre pour exterminer l'humanité. C'est un méchant qui est fascinant, il a vu les pires horreurs que le monde a à offrir et il est traumatisé au point d'en développer plusieurs personnalités. Naturellement, les deux s'affrontent et plus Sensui passe d'une personnalité à l'autre, plus il devient fort. Yusuke est complètement dépassé et au bout de ses forces, il finit par en mourir. Mais heureusement, ça va. Au dernier moment, il se fait posséder par un démon ancestral et il revient à la vie. La bataille finale commence et Yusuke finit par l'emporter. Pourtant, Sensui sourit. Il a perdu, mais il est heureux. Il révèle qu'il nous a menti depuis le début. S'il voulait ouvrir la porte du monde des démons, ce n'était pas pour détruire l'humanité, mais pour se faire tuer par un démon plus fort que lui. Au début, on nous les montrait comme des monstres assoiffés de sang, mais plus l'histoire avance, plus on se rend compte que certains sont tout à fait civilisés. Ils ont des amis, une famille. Et en tant que détective du monde des esprits, pendant des années, Sensui n'a fait que massacrer des démons. En découvrant qu'ils étaient des êtres intelligents, la culpabilité l'a rendu fou. La seule manière qu'il avait d'expier ses péchés, c'était de se faire tuer par l'un d'entre eux. Et puisque Yusuke est revenu à la vie en tant que démon, Sensui a eu ce qu'il voulait. Il peut maintenant mourir en paix. En un sens, ça fait un peu penser au Major, le méchant de Hellsing Ultimate. Obsédé par la guerre, il cherche à créer le plus de conflits possible en utilisant le pouvoir des vampires. Dans l'ombre, il fait monter les tensions entre l'Allemagne et l'Angleterre et sème les graines d'un nouveau conflit mondial. Les protagonistes l'affrontent et au bout de longs combats avec de nombreux sacrifices, ils parviennent enfin à le tuer. Mais il accepte finalement la mort, le sourire aux lèvres. Il sait que son plan a fonctionné et que plus rien ne peut arrêter la guerre. C'est sûr que comparé à lui, Sensui est tout de suite plus sympathique, même si pendant toute la saga, on nous parle de lui comme du plus terrible de tous les méchants. Et à la fin de Yu Yu Hakusho, après une ultime bataille pour le sort des deux mondes, le portail entre les démons et les humains reste ouvert. Les deux peuples qu'on pensait opposés pour toujours finissent par coexister, et même Yusuke l'admet. En un sens, Sensui a vraiment gagné. Quand le héros devient l'antagoniste. Quand Tokyo Ghoul a commencé, on a tous cru que ça allait être un shonen sympa mais classique. Ken Kaneki, un jeune garçon sans histoire, devient une ghoul, un être forcé de manger des humains pour survivre, et malgré tout il reste optimiste. Il rejoint une équipe de ses nouveaux semblables fort sympathiques qui ne dévorent que des victimes d'accidents. Tout va bien jusqu'à ce qu'il se fasse capturer par une ghoul extrêmement sadique qui le torture de toutes les manières possibles et imaginables. Progressivement, l'innocence de Kaneki disparaît, ses cheveux virent au blanc et de la douleur naît quelqu'un d'autre, une ghoul bien plus puissante sans une seule once d'humanité. Kaneki s'échappe et tue ses tortionnaires, mais son traumatisme ne disparaîtra jamais. Il sait maintenant qu'il n'était pas assez fort pour protéger ceux qu'il aime. Ainsi, au lieu de revenir avec ses anciens amis, il décide de fonder sa propre organisation, dans le but de créer un monde parfait où les ghouls et les humains pourraient vivre en paix. Et pour ça, il ne s'arrête devant rien, torturant et massacrant sans hésiter tous ceux qui se mettent sur sa route. Ainsi, Kaneki va avancer, sombrant dans les ténèbres, persuadé d'agir pour le bien commun en faisant souffrir tous ceux qui sont autour de lui. Les tensions ne font que monter jusqu'au point
point où la guerre éclate entre les humains et les ghouls. Au milieu du chaos, Kaneki est à bout de force, la faim devient trop grande et il finit par céder et dévorer un de ses amis les plus chers. Enfin, ça c'est dans le manga. Dans l'animé, il meurt juste tout seul. Bon, lisez le manga, c'est 100 fois mieux. L'évolution de Kaneki est fascinante. La puissance obtenue est toujours au prix d'une énorme souffrance, au point où on se demande si ce ne serait pas juste mieux qu'il perde. Et la fin du manga va nous montrer que non. Il n'est jamais complètement un méchant, arrivant même à se sortir des ténèbres à la toute fin, mais c'est l'archétype même de l'anti-héros. Il parvient tout de même à changer le monde, en s'étant battu jusqu'au bout pour que son enfant à naître puisse le faire dans un monde plus juste. Il a commis des atrocités, mais l'a toujours fait pour changer le monde. Démon pour certains, héros tragique pour d'autres, il a réussi à changer son monde pour le mieux au prix d'énormes sacrifices. Le monde du manga regorge de personnages dans ce style. Eren, Lelouch, des héros qu'on aime mais qui n'hésitent pas à faire des choses terribles pour accomplir leur but. L'animation japonaise les adore, après tout ils sont badass, font vendre beaucoup de bouquins, mais surtout sont très intéressants à développer. Beaucoup de mangas s'étendent sur des centaines et des centaines de chapitres, largement assez pour faire sombrer un personnage dans la folie. On peut même faire gagner les méchants dans un arc pour créer de l'enjeu avant de faire revenir le héros d'entre les morts. C'est globalement ce qui se passe dans My Hero Academia. Dans la saison 6, Shigaraki oblitère l'armée de héros. La société sombre dans le chaos alors que les vilains saccagent les rues sans personne pour les arrêter. Un arc sombre mais qui fonctionne vachement bien. On peut développer des coups, voir comment il réagit face à la défaite, ça rend son retour et sa victoire encore plus satisfaisante. Et certains vont encore plus loin. Overlord ou Yunjo Senki prennent des héros et les mettent dans la peau d'un antagoniste. On a ainsi les deux points de vue qui nous sont racontés, le conflit intérieur entre les valeurs du gentil et son besoin d'être cruel pour survivre. Et à l'inverse, on a aussi vu beaucoup de méchants passer du bon côté. C'est une des grandes forces de l'animation japonaise, elle n'a pas peur de nous offrir des fins ambiguës avec des méchants qui questionnent notre rapport au bien et au mal. Quand le pire des mots gagne. Vous me connaissez, j'adore Devilman Crybaby. Dès sa parution dans les années 70, il suscite la controverse pour sa sexualité très crue. Et ce n'est pas tout, l'auteur s'amuse à briser de nombreux tabous de son époque, dont la représentation de l'homosexualité. Ça passe par un personnage central, Ryo, un petit génie qui combat pour sauver l'humanité, tout du moins en apparence, car sans s'en rendre compte, il œuvre en fait pour son véritable peuple, les démons. Car Ryo est la réincarnation de Satan, ange déchu et prince des ténèbres. Quand il en prend conscience, sa nouvelle identité l'envahit peu à peu et le pousse à toujours plus aider les siens, abandonnant derrière lui son meilleur ami, le héros Akira. Je ne vais pas vous développer la fin une énième fois, les deux se battent, Ryo porte le coup fatal, remporte la victoire, puis s'effondre en larmes. Pourquoi? Par culpabilité? Eh bien en fait c'est plus compliqué que ça. Du début à la fin, il n'a jamais été libre. Il est suivi dans ses choix par sa majordome qu'il voit comme une figure maternelle et qu'il a peur de décevoir. Il subit aussi la pression sociale écrasante de son peuple qui l'empêche de vivre comme il l'aurait souhaité. Et enfin il y a tous les stéréotypes liés à son identité qui lui impose d'être Satan, qu'importe ce qu'il était réellement au fond de lui. Ce n'est finalement qu'à la mort de son armée de démons qu'il retrouve enfin sa liberté, celle de parler à Akira, de laisser exploser ce qu'il a longtemps refoulé. Mais malheureusement c'est trop tard, et c'est pour cela qu'il pleure, pas pour l'humanité ou les démons réduits à néant, pas pour la terre dont il ne reste plus que des cendres, mais pour ce sentiment qu'il a si souvent renié, son attachement au seul homme qu'il ait jamais aimé. Donc oui, à la fin, Satan a gagné, mais Ryo, lui, a perdu. Seul à la fin des temps, enfin libre d'être lui-même, il n'aura jamais l'occasion de vivre pleinement ses sentiments, de s'épanouir dans ce qu'il était réellement. Ce que Devilman veut nous transmettre ici, c'est de ne pas nous laisser dicter notre vie par ce que certains attendent de nous. La pression sociale tue, les attentes des autres tuent, la discrimination tue. C'était très courageux de l'affirmer dans les années 70, et ça a l'air de l'être toujours aujourd'hui, malheureusement. Je pense que l'espace commentaire en témoignera. À travers son antagoniste, Devilman Crybaby a su proposer un autre regard, une autre façon de porter son identité qui remettait en question la morale établie. Quelle que soit votre sexualité ou le genre auquel vous vous identifiez, on vous souhaite de tout cœur de réussir un jour à l'exprimer, de vous libérer du Satan qui vous impose sa norme, de cet entourage qui vous empêche d'être vous-même, de la pression sociale qui vous écrase pour enfin, on l'espère, être heureux et épanoui. Des structures existent partout en France pour écouter votre parole, pour vous aider à avancer malgré les difficultés. Et on espère que grâce à elles, contrairement à toutes les histoires que je viens de vous raconter, vous finirez par trouver votre happy end.